Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charles Gave. Mais alors, Charles est venu aujourd'hui en double exemplaire parce que on a reçu Un très joli cadeau. un très joli cadeau qui m'a fait beaucoup rire. Donc là, on devrait le voir correctement normalement à l'image. C'est tout simplement une bougie avec Charles Gave donc en Saint-Charles. Que nous avons mis avec un très joli poème aussi, envoyé sur un petit truc de bois. Vraiment un cadeau très rigolo et une attention qui est bienvenue et qui fait visiblement réagir le DAF dans son coin. Oui. Donc merci beaucoup pour ce cadeau. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres trucs marrants. Il y a quelques mois, on avait envoyé aussi un coussin, un panier pour le chien. Il est dessus d'ailleurs. Il est dessus à l'heure actuelle, tout à fait. Il s'y est fait, même si au départ c'était pas évident, mais au final, bon, voilà, c'est son petit coin. Alors on peut tout à fait nous acheter et pour pas cher. Hein. Voilà, on n'a pas du tout besoin en fait de l'argent américain ou de l'argent chinois ou. Non, faut juste nous acheter avec des cadeaux un peu cons. Il est pas con, il est génial celui-là. Oui, et franchement, il est vraiment rigolo. Je sais pas comment il y a pensé. Mais vraiment, en plus plutôt bien fait le montage, photo, donc vraiment génial. Et ça vient du Lot, d'après ce que je vois, c'est à côté de... C'est ça, c'est un auditeur qui apparemment a un hôtel qui vient du Lot. Donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas donc à nous envoyer d'autres cadeaux très inventifs comme celui-là. Pour commencer cette émission, je voulais parler d'un pays que je connais très mal, qui s'appelle le Venezuela, oui. Qui est un pays très apprécié par quelqu'un comme Mélenchon, notamment, parce qu'on y pratique ce qu'on appelle le socialisme bolivarien. Donc c'est un socialisme un peu à la sauce sud-américaine. Et alors pourquoi je voulais parler de ça ? Parce que j'ai vu un truc très drôle cette semaine, c'est que dans le coefficient de Gini, ce qui est censé normalement mesurer les inégalités, voilà, c'est un coefficient d'inégalité dans un pays. C'était un économiste italien du 19e. Voilà. Ça remonte loin. Et en fait, le Venezuela, malgré son socialisme, a le coefficient de Gini. Attendez, je vous arrête tout de suite. Ouais. C'est à cause de ce socialisme, c'est pas malgré ça. Oui. Ne nous trompons pas. Oui, là. c'est vrai. Il faut pas dire que le socialisme amènerait en quoi que ce soit la moindre justice sociale. Oui, c'est vrai. Il faut faire attention les mots. Malgré, on va dire dans l'idée, c'est-à-dire malgré l'objectif du Venezuela, eh bien, comme d'habitude dans le socialisme, on atteint l'extrême inverse. Tous égaux dans la pauvreté. Voilà, et sauf les chefs. Et donc, ce pays est quand même le pays avec le coefficient de Gini donc le plus élevé de tout le continent américain. Donc au-dessus des États-Unis, qui est justement vu plutôt comme un pays libéral où on peut faire ce qu'on veut, on peut être entrepreneur, etc. Eh bien, en fait, il y a plus d'inégalités au Venezuela qu'aux États-Unis. Et le Venezuela est quand même un pays pauvre. Donc comment vous expliquez ça, vous qui êtes un fin connaisseur justement du socialisme, et est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'un jour, parce que c'est quand même un truc assez répandu en Amérique du Sud, est-ce qu'un jour on aura quand même une Amérique du Sud développée et libérale ? Vous en avez eu déjà un certain nombre. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, dans le temps, vous avez eu des périodes libérales au Brésil, en Chili, au Mexique, il y a eu des moments. Mais personne n'est arrivé aux excès de bêtises comme le Venezuela. Donc il faut se souvenir toujours de ce que disait Churchill. Il disait le capitalisme répartit la richesse inégalement et le socialisme répartit la pauvreté inégalement aussi, mais simplement pour ceux qui ont la matraque. Quoi. C'est-à-dire que si vous avez la matraque, vous êtes le chef. Donc c'est des pays où il n'y a pas de droit, et s'il n'y a pas de droit, s'il n'y a pas de droit de la personne humaine, vous vous retrouvez automatiquement avec des brigands commandant des esclaves. Quoi. C'est ce que tenu. Mais je crois qu'il y a 3-4 millions de Vénézuéliens qui sont barrés en Bolivie ou je ne sais pas où. Il y a eu un peu comme... Il y a les deux caractéristiques dans les pays socialistes. Un, c'est que les gens se barrent avec leurs pieds, s'ils peuvent, ou en bateau comme en Cuba, ou à travers des grilles comme en URSS dans le temps. Et deux, tout le monde crève de faim. Dans un pays où il n'y a qu'une raison de crever de faim. Ils ont les réserves de pétrole les plus importantes au monde. Donc ils ont quand même un potentiel quand même de création de richesse. Oui, mais ils ont tout nationalisé, ils n'ont pas fait les investissements, et du coup, plus personne ne veut aller travailler là-bas.
parce que vous n'êtes pas payé, puis toute l'infrastructure, ils l'ont laissé s'écrouler, qui avait été montée par les grandes compagnies pétrolières américaines, dont je dirais pas le plus grand bien, mais enfin, au moins à l'époque, il y en avait une partie qui allait à la population, c'est fini. Ouais. Je connais quelques familles au Venezuela qui sont passées en quelques années d'une honnête aisance à une pauvreté absolue, quoi. Ouais. C'est quand même un pays où parfois on a une inflation à 4 chiffres. Je veux dire, c'est complètement dingue. Chaque année, il y a encore énormément d'inflation, alors que justement l'année d'avant, il y en avait déjà énormément. Donc la monnaie vénézuélienne. Comme dans tous ces pays-là, comme ils créent aucune valeur, ils créent beaucoup de monnaie, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, personne ne crée de la valeur dans un système socialiste, donc toute la quantité de monnaie que vous faites, par définition, est inflationniste. Ouais. Donc c'est l'archétype de la façon dont un pays doit pas être géré, quoi. Ouais, je rappelle à tout le monde que le Venezuela, c'est un pays qui est très apprécié par Jean-Luc Mélenchon. Et par toute une partie de la gauche française, qui ont beaucoup apprécié aussi dans le temps le Cambodge, avant qu'il massacre tout le monde, la Chine de Mao, quand tout le monde crevait de faim, l'Union soviétique dans les années 20. Il n'y a pas un de ces régimes tyranniques qui n'a pas été encensé à un moment ou à un autre du côté du Café de Flore, par là-bas. Ouais. Tout à fait. C'est vrai que, mais en plus de ça, Mélenchon, c'est vraiment son truc, lui, il a beaucoup, d'ailleurs, il prend l'avion pour aller le voir. Sud-américain. J'imagine qu'on le nourrit bien quand il est là-bas. Ouais, c'est vraiment les gens crèvent de faim, mais pas le chef. Le chef, il est tout gras. Oui, le chef, il fait plaisir à voir, il est en bonne santé, il est gras, rond, rose, il va très bien. Enfin voilà, je voulais évoquer ce truc-là parce que j'avais trouvé ça rigolo que, même si ça arrive très souvent, qu'un pays socialiste, justement, arrive à une finalité totalement inverse à celle que... Mais c'est ce qu'il y a dans les évangiles, c'est ce que dit saint Paul. Seigneur, comment se fait-il que j'arrive toujours au résultat inverse de celui pour lequel je travaille? C'est-à-dire que parce que vous pensez que vous savez ce qu'il faut pour les autres, ce qui est la base du système socialiste, donc vous faites des tas de trucs et ça ne marche pas. Le seul système qui marche, c'est celui où chacun peut s'occuper de ses propres affaires et où il y a une loi qui évite que ça devienne la Sicile. Et on sait aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ben voilà. La deuxième information, je pense qu'elle est très attendue par nos auditeurs, c'est Fitch qui relègue la France à la note AA-. Alors ma première question là-dessus, déjà, c'est est-ce que c'est important? Est-ce que ça signifie réellement quelque chose ou est-ce qu'on peut dire on s'en fiche? Alors, ces histoires d'agence de location, j'avais écrit tout un chapitre là-dessus dans mon livre qui s'appelait « Libéral mais non coupable ». Normalement, dans un marché qui est bien fait, quand vous achetez une obligation émise par une grande société, au 19e, il y avait des gens qui allaient regarder la comptabilité, les résultats, etc., pour voir si on pouvait prêter de l'argent. C'était le travail du banquier. Si on pouvait prêter de l'argent, et puis ça se passait comme ça. Et puis, comme les marchés de la dette se sont développés, les États ont donné à un certain nombre d'institutions, je crois 3 dans le monde, il y a Fitch, il y a Moody's et il y a Standard & Poor's, je crois. Ouais. La possibilité de faire des études sur les sociétés comme ça, de donner des notes. Et alors, ce qui s'est passé de façon extraordinaire, c'est qu'ensuite, les États ont dit, par exemple, les sociétés d'assurance, vous ne pouvez pas acheter quelque chose qui est en dessous de AA, allez, par exemple. Donc, elles ont donné un pouvoir régalien sur le flux de capitaux des compagnies d'assurance à une société du secteur privé. Et les clients qui se font noter payent les sociétés pour se faire noter. Donc, il me semble qu'il y a un léger conflit d'intérêts, si vous voulez. Donc, en principe, si vous émettez beaucoup d'obligations, votre note devrait baisser. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'à ce moment-là, si vous faites baisser la note, on ne pourra plus émettre beaucoup d'obligations. Oui. Et donc, vous allez automatiquement voir le gars en lui disant « Dites-moi, vous n'allez pas me baisser ma note parce que ça va m'embêter, etc. » Donc, c'est important parce que ça montre une fois de plus ce que j'appelle ce capitalisme de connivence, où on s'arrange avec les copains. Et puis, donc, est-ce que ça sert à quelque chose? Dans la pratique, ça sert, dans le fond, à permettre à des gens qui ne devraient pas emprunter d'emprunter plus longtemps que prévu, un peu moins cher que prévu, quoi, s'ils arrosent ce qu'il faut dans le système. Il faudrait beaucoup mieux que les compagnies d'assurance soient responsables sur leurs fonds propres, en quelque sorte, des décisions qu'elles prennent de payer de l'argent. Et pour ça qu'elles envoient des analystes, regarder les comptes, etc. Donc moi, je préférais un système décentralisé qu'un système où vous donnez le pouvoir à 3 sociétés qui sont ce qu'elles sont, quoi. Pour moi, c'est pas un système satisfaisant. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de grandes sociétés d'assurance, de banques, de compagnies d'assurance, je sais pas quoi,
qui, lorsque la note tombe en dessous d'un certain niveau, ne peuvent plus acheter. Donc à ce moment-là, si vous voulez, c'est, je ne sais pas quel est ce niveau-là, mais il est beaucoup plus bas que là où est la France aujourd'hui. Mais une dégradation, ça veut dire que vous partez dans la mauvaise direction, quoi. Alors, est-ce que la France part dans la mauvaise direction Je pense que... Pas si j'en crois Bercy. Avec Bercy, tout va mieux depuis la nuit des temps. Le jour où on fermera Bercy, si vous voulez, je crois qu'à ce moment-là, la notation de la France remontera à triple A tout de suite, parce que c'est quand même eux qui foutent la France en l'air depuis 50 ans, tous ces braves inspecteurs des finances. Mais je voudrais dire quelque chose sur la situation de la dette française, parce que c'est de ça dont il s'agit. Oui, c'est surtout de ça dont il s'agit. C'est en grosse partie sur ça que justifie sa décision Fitch de baisser la note. Alors ils disent qu'il y a eu des troubles sociaux en France. Bon, ça c'est l'explication qui veut rien dire. Ouais. Mais ce qui prouve quand même que le consentement à l'impôt, qui est la base d'une démocratie, commence à être un petit peu malade en France. Les gens commencent à dire ouais, ça va bien. Qu'est-ce que vous faites de mon fric? Vous savez, où va le pognon? C'est le vieux cri de guerre, quoi. Mm. Mais la deuxième chose, c'est que je regarde les comptes de la France. Alors, il se passe un phénomène extraordinaire. Il y a 20 ans, par exemple, notre dette était à peu près le tiers de ce qu'elle est aujourd'hui, mettons au début des années 2000. Ouais. On mettait qu'elle était de 1000 milliards, ce qui était déjà beaucoup. Et le service de la dette était à peu près à 50 milliards. Donc, et puis... grâce à l'euro, etc., la politique infamante de M. Draghi, whatever it takes, etc., notre dette est passée de 1000 milliards à 3000 milliards, je ne sais plus combien, par là. Et le service de la dette est resté, même à un moment, il a baissé à 40 milliards. C'est-à-dire qu'on a les taux d'intérêt qui étaient à 5 ou 6, on les a mis à 0, voire négatifs. Et pendant un grand moment, dans le fond, la dette augmentait de façon exponentielle, mais les taux d'intérêt baissaient, et donc le produit des deux, c'est-à-dire le service de la dette, restait à plat ou baissait un peu. Mais maintenant, on est arrivé dans une période où les taux d'intérêt montent, et la dette continue à monter. Donc notre service de la dette va passer de 50 à 70, à 100, à 200 milliards, et c'est quasiment inéluctable. Et c'est-à-dire que oui, on se retrouve dans ce qu'on appelle une trapadesse, c'est-à-dire qu'on continue de s'endetter pour rembourser les intérêts de la dette précédente. Et donc le déficit de la France est dans ce qu'on appelle un déficit primaire, c'est-à-dire même en enlevant le paiement de la dette, on continue à avoir une dette qui s'alourdit. Oui. Donc, pour être parfaitement honnête, en bonne comptabilité, la France est dans un état de cavalerie, vous savez, qui en général précède la faillite. Et là, je dois dire que là, c'est là où je suis vraiment surpris, c'est que bon, je regarde ça, je fais mes calculs, vous savez, comme toujours, sur la bas d'une enveloppe, comme ça, je fais le tour, je regarde. Et je me dis, mais si je prends un horizon à 2, 3, 4 ans, comment on va s'en sortir? Parce qu'avec une dette qui va passer de 70 à 100... Prenez, on va passer de 50 à 80, ça fait 30 milliards. Bon, mais 30 milliards, on a foutu la France a fait à 100 pour 12 milliards pour les retraites. Ouais. Et là, ça fait 30 milliards dont on va payer plus de la moitié au Qatar, au fonds de pension hollandais, etc. Donc, cette dette qui monte, c'est pas comme si elle est détenue par des Français. Et à ce moment-là, bon, on paierait les épargnants français au détriment des travailleurs français. Oui, ça reste à l'intérieur. Ça reste à l'intérieur. Là, on va payer de plus en plus à des épargnants étrangers, et ça va devoir être payé par les travailleurs français, qui n'auront rien en échange de cette dette. Ils n'ont pas un service. Si j'ose dire, les épargnants français, s'ils touchaient l'argent qu'ils devaient toucher, ils seraient, en ce moment, ils consommeraient en France. Donc, ça créerait une espèce de flux. Aujourd'hui, rien du tout. Donc, ça va être une perte sèche. Donc, on va avoir une baisse de notre PIB, accompagnée d'une hausse de la dette. Et j'ai pas la moindre idée dont on sort de ce coup-là. J'ai pas la moindre idée. Je sais pas. Donc, moi, si j'avais été shift, j'aurais suspendu la notation en disant, écoutez, moi, pas comprendre, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que 2 de ces agences de notation sont contrôlées par des autorités américaines, enfin des institutions américaines, et l'une, Fitch, est contrôlée par l'Adré de la Charrière, là,
qui est le financier français. Donc c'est intéressant de voir que la première qui sonne l'alarme de ces 3 sociétés de notation internationale, c'est celle qui est détenue par un Français. Oui, c'est vrai. Donc, il sait peut-être que les choses que les Américains ne savent pas. Hein. Et ça veut dire que visiblement à Bercy, on n'a pas payé cette agence de notation, pas suffisamment justement pour les motiver à garder la note. On l'a payé depuis un certain temps, mais ils trouvent que maintenant leur réputation est en jeu et qu'il faut peut-être plus. Vous savez, c'est ce que disait Talleyrand. Il disait toujours, moi je suis tout à fait d'accord pour me vendre, pour être corrompu par les gens à condition qui me demandent de faire ce que j'aurais fait de toute façon. Donc là, c'est peut-être que maintenant, Fitch se dit maintenant j'ai le choix entre ma réputation ou mon patriotisme. Mais c'est pas du patriotisme, c'est simplement aider des crapules à continuer à faire du mal. Donc c'est pas du patriotisme. Oui, non, c'est pas du tout du patriotisme. Maintenir, on va dire, l'idée que la France serait forte alors qu'elle ne l'est pas, c'est pas du tout du patriotisme. Au contraire, c'est grotesque. Au contraire, vaut mieux essayer de précipiter la chute pour dire bon, ça va être fini une bonne fois pour toutes. Ouais, vaut mieux. On repart un bon coup, plutôt que de nous maintenir dans une lente descente qui n'en finit plus. C'est vaut mieux la fin de l'horreur, comme disent les Allemands. Oui, c'est ça, parce qu'à chaque fois, en fait, on va avoir à ce rythme-là, on va juste avoir une dégradation de la note tous les 5 ans. Et, ça va d'abord être, maintenant ça a été tous les 5 ans, puis ça va être tous les 3 ans, puis tous les ans, puis tous les ans, puis tous les 6 mois. Ça, je me rappelle justement quand je devais avoir peut-être 12-13 ans, quelque chose comme ça, quand on est passé, quand on a eu la chute du AAA, c'était quelque chose d'énorme déjà, je me souviens. Enfin bon, et donc justement l'exposé des motifs, c'est d'une part alors le coût des dépenses indexées qui est supérieur à la réduction des dépenses de lutte contre l'inflation, programme de stabilité financière non crédible basé sur des prévisions de croissance plus, la dette publique qui est plus double de la moyenne de la notation AA quand même. Donc ils ont déjà été très indulgents. Ils ont déjà été très indulgents, ils nous ont laissé longtemps dans une catégorie dans laquelle on a joué en division 1 alors qu'on devait en jouer en division 3. Voilà, c'est comme si vous jouez en Ligue 1 mais vous êtes 18e du tableau quoi. Oui, c'est ça. c'est pas trop ce qu'on imagine. Donc en fait vous jouez vous êtes un bon division 2 mais enfin vous êtes un mauvais division 1 quoi. Et puis évidemment la forte charge de la dette dont la hausse est quasi entièrement due aux obligations assimilables du Trésor et qui est aussi largement au-dessus de la moyenne AA. Et aussi, il cite la hausse de 66% du spread France-Allemagne aussi. Ça, c'est un signe, j'en ai souvent parlé ici, c'est quand le spread commence à monter, ça veut dire que les gens commencent à dire, j'ai le choix entre la dette française et la dette allemande, il faut que la France paye de plus en plus pour que j'achète pas la dette allemande. Donc, d'habitude, c'était 10 points de base, vous voyez, on en est déjà à 60, je sais pas combien. Ouais, c'est ça. C'est effrayant. Donc on va tout droit dans le trou, mais ça a l'air le ministre des Finances publie des romans, c'est bien. Oui, ce que je trouvais absolument hilarant, c'est que justement quand est-ce qu'il a trouvé le temps, Bruno Le Maire nous sort son bouquin. Oui. Avec cette fameuse page, je pense que tout le monde a vu sur ses activités d'étudiant sur son temps libre. Et le lendemain vient cette annonce de la chute au double A-. Ça a dû être relié, les types de fiches. Je pense qu'en fait, ils avaient prévu de sortir la notation un de ces 4, mais ils savaient pas encore quand. Puis l'autre, il a sorti son bouquin, ils se sont dit, bon, allez, c'est bon, on la sort aujourd'hui. Voilà. Il y en a plein le cul, quoi. Enfin, bon. Donc, voilà pour il faut savoir aussi qu'il se passe quelque chose sur ces agences. J'ai des amis qui ont travaillé dans ces agences, donc je les connais un peu de l'intérieur. Enfin, pas vraiment, mais ce qui se passe, c'est que les gens qui sont au conseil de ces agences, donc au conseil d'administration, peuvent littéralement être poursuivis à titre individuel au cas où il y aurait eu des trucs douteux, quoi. De la corruption, quoi. De la corruption. Ouais. Ou des fautes professionnelles, ou j'en sais rien. Donc, ils ont de plus en plus de mal à trouver des gens pour être conseil, parce que vous devez travailler comme un fou, il y a des espèces de calculs auxquels vous ne comprenez rien, et ensuite on peut vous attaquer personnellement. Donc, l'enthousiasme est assez restreint là-dessus. Ouais, ça m'étonne pas. Enfin, après, sur
quand même, quand on voit justement l'exposé des motifs, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin d'agences de notation pour voir à peu près comment situe la France. Bien sûr. Et on sait que la France, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, vit au-dessus de ses moyens, on n'arrête pas de s'endetter. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est pas forcément le meilleur cheval en Europe actuellement. Ron DeSantis est en difficulté. On change totalement de sujet. Ron DeSantis, c'est le gouverneur de Floride qu'on oppose souvent à Trump. Voilà. Qui donc s'était plutôt sorti renforcé quand même des dernières élections des midterms, puisque de son côté il avait été glorieusement réélu en Floride, c'était quand même assez hallucinant, et de l'autre côté les candidats qui étaient beaucoup plus trumpistes avaient eu des mauvais résultats, même dans des états qui étaient assez prometteurs comme l'Arizona justement. Sauf que depuis ces derniers mois, Trump quand même il fait des meetings, il y a son histoire avec la justice qui fait qu'il ressort énormément dans l'actualité, et puis de l'autre côté Ron DeSantis, alors il fait des trucs très bien en Floride, contre Disney, contre les associations LGBT qui viennent dans les écoles. Il l'a fait là, il vient interdit, il vient de faire passer un texte justement aussi sur l'immixtion des ce qu'on appelle les critères ESG, qui selon moi est une sorte de perversion du capitalisme. On va en parler un peu. Enfin, du coup, il fait des trucs vraiment que je trouve fantastiques pour la Floride, mais il a du mal à se montrer comme un gros candidat sérieux pour justement l'élection présidentielle. Le vrai problème, c'est que, bon, vous savez, dans les élections, il faut qu'il y ait un candidat, et le candidat de gauche ou de droite, ça n'a pas d'importance. Enfin, si ça veut dire quelque chose, enfin, d'un côté ou de l'autre, il est toujours élu par une minorité dans le parti de la minorité. Et donc, on sait très bien que quiconque si Trump se présente, il va y avoir 65% des gens qui vont voter aux primaires, qui vont voter pour lui, parce que il y a beaucoup de Trumpistes dans le Parti républicain qui ont trouvé qu'ils n'avaient pas fait si mauvais travail. Donc, il peut pas se présenter. Si Trump n'était pas là, il pourrait faire campagne, mais là, compte tenu de la personnalité de Trump, si vous faites campagne, vous devez vous payer Trump. Ouais. Il faut lui rentrer dans l'art. Et ceux qui lui sont rentrés dans l'art jusqu'ici, qu'il s'agisse du frère de Bush, etc., ils sont plutôt sortis avec des yeux au beurre noir. Donc, il se dit peut-être, je vais voir s'il y va vraiment. Mais en tout cas, s'il y va vraiment, je tiens pas à me fâcher avec tout l'électorat. Donc, c'est pas facile de se présenter contre une personnalité dominante, quoi. C'est sûr. Et en plus de ça, il est tellement populaire. Lui, alors, on s'en rappelle, Trump, lui, s'était pas très bien comporté quand même à l'égard de DeSantis pendant pendant les midterms. Il l'avait un peu accroché. Et de son côté, DeSantis avait été très courtois. Il avait pas répondu. Mais c'est sûr que les républicains permettront beaucoup plus facilement à Trump de s'en prendre à DeSantis que à DeSantis de s'en prendre à Trump. Oui, il y a ça. Et puis ensuite, imaginons que DeSantis s'en prenne à Trump et puis qu'ensuite Trump lui demande de devenir le vice-président ou j'en sais rien. Donc à ce moment-là, ça fait un peu désordre. Donc il est difficile, l'une des bases de la politique, c'est qu'en principe, ce que la droite ne fait jamais en France d'ailleurs, mais on tire pas sur son propre camp, quoi. Ouais. Et donc je crois que DeSantis a bien compris ça. Il veut pas tirer sur son camp qui est aujourd'hui représenté par Trump et demain on verra par qui. Mais donc ce que ça veut dire à mon avis, c'est simplement que DeSantis a fait l'analyse que Trump serait le candidat et qu'il y avait, voilà, c'est tout. Oui. Je pense c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. C'est quand même voilà, il est pas très vieux, DeSantis, il est plutôt jeune, surtout par rapport à Trump, et qu'il se dit peut-être qu'à la limite, bon, je tente le coup, sans forcer non plus, sans essayer. Je suis même pas certain qu'il va y aller. Et justement, il est en difficulté parce que comme toute campagne, et surtout aux États-Unis, il a besoin d'investisseurs pour sa campagne, de donateurs. Et justement, vu que ses potentiels donateurs voient quand même que Trump se maintient très bien, ils se disent je vais peut-être pas donner mon argent à un mec qui va perdre avant même d'être à la campagne. Donc, c'est-à-dire que la prochaine élection va sans doute être encore une élection, si Trump se présente, ce qui me semble tout à fait, il a dit qu'il se présentait d'ailleurs. Oui. Enfin, s'il est là, ça va être une élection encore pour ou contre Trump, quoi. Ça va pas être une élection pour ceci ou pour cela, ça va être les gens qui aiment Trump contre les gens qui aiment pas Trump, quoi. Ouais. Et là, il faudra vraiment pas hésiter dès le début à ce que
tous les relais possibles, en fasse un maximum sur les affaires que Biden a aux fesses, parce que là justement j'ai vu, je crois que c'était dans le Washington Post, qui est donc plutôt un journal de gauche, un peu sur un peu sur la même ligne que le New York Times, quoi, voire même peut-être un peu plus à gauche parfois, qui justement parlait de ces affaires avec le fils Biden. Et je trouvais ça intéressant parce que je me dis si ça devient difficile de pas en parler. Bah oui, si même ces médias-là n'en parlent pas. Il y a une affaire qui est sortie aujourd'hui, qu'il y aurait eu des preuves au département de la justice que Biden avait touché de l'argent pour je ne sais quel arrangement qu'il avait fait quand il était vice-président, mais personnellement. Ouais. Et donc il y a un des grands sénateurs ou représentants, je crois que c'est un sénateur républicain, qui a demandé à avoir accès au dossier qui, pour l'instant, était soigneusement enterré au département de la justice. Ouais. Ce qui prouve encore une fois de plus que le département de la justice, comme j'ai souvent dit ici, il a été capturé dans les années Obama par l'administration Obama, et que c'est extraordinaire de voir que toutes les affaires qui touchent de près ou de loin les républicains sont instruites immédiatement, et que toutes les affaires qui touchent à Biden, elles disparaissent dans un silence assourdissant. Ouais. C'est extraordinaire. Et pas qu'à Biden, à tous les caciques du parti démocrate. Donc on voit très bien ce qu'on constate aussi un petit peu en France. Vous avez Fillon qui est poursuivi et dégommé en 15 minutes, et puis Macron qui a des dossiers aux fesses absolument incroyables à cause de Alstom, ce que Marlex a prouvé. Bon, ça fait 5 ans que le dossier attend chez le premier président, qui ne voit pas de raison de se presser, quoi. On n'en verra jamais la fin. On voit un vrai problème aujourd'hui, un petit peu dans tout ce qui est justice. Oui, bien sûr. C'est pas simplement le gouvernement des juges, c'est simplement que les juges maintenant ne poursuivent que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, quoi. Il y a une espèce d'amnistie générale pour les gars qui, dans le fond, sont de la même opinion que les juges. Mais si les juges veulent faire de la politique, qu'ils en fassent, mais qui sortent en principe, la justice est aveugle. Hein. Oui, et en plus de ça, c'est même pas forcément de la corruption au sens, on donne, corruption des idées, on donne de l'argent aux juges. C'est une corruption des idées, une corruption, on va dire, du milieu dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire qu'ils sont généralement démocrates, et ils ont envie de protéger eux-mêmes, même s'ils n'ont pas reçu un seul centime de Biden, ils ont envie de le protéger parce que voilà, c'est leur candidat, et ils n'ont pas du tout envie de voir Trump de nouveau à la Maison-Blanche, quoi. Et donc voilà, je voulais reparler un petit peu de ce truc-là sur les critères ESG, parce que d'ailleurs je crois qu'on n'en a jamais parlé dans nos vidéos, mais c'est quand même un truc assez important. C'est-à-dire que c'est des critères, ce sont des critères qui permettent en fait d'évaluer des entreprises, mais sur totalement d'autres choses que simplement est-ce qu'ils font du profit, est-ce que ce sont des bonnes entreprises. On va juger en quelque sorte si alors il y a des trucs on peut le comprendre, notamment par exemple sur les sociétés pétrolières où on peut se demander voilà si elles sont quand même un minimum respectueuses de l'environnement, des trucs comme ça, bon à la limite pourquoi pas, mais il y a d'autres critères style est-ce que en fait qui correspondent tout à fait à des critères idéologiques de gauche, c'est-à-dire est-ce que vous êtes correctement antiraciste, est-ce que vous êtes correctement féministe, est-ce que vous êtes ouvert à tous les genres qui existent, voilà, si quelqu'un se sent alien dans votre société, est-ce que vous allez correctement l'accepter, enfin c'est ce genre de truc, quoi. Qu'est-ce que vous pensez justement vous de ces critères ESG? Mais si vous voulez, le capitalisme marche si le capital, qui est dans les facteurs de production, vous savez, la terre, le travail et le capital, enfin les matières premières et le capital et le travail, le capital c'est toujours celui qui est le plus rare. Donc pour que le capitalisme fonctionne, il faut qu'il aille vers l'endroit où la rentabilité marginale du capital est la plus forte. Et donc en général, c'est vers des activités où il y a une forte demande, donc les prix montent, bref, normal. Mais depuis quelques années, ça fait une vingtaine d'années, on a décidé que le capital devait aller en fonction de critères tels que déterminés par les politiques de gentillesse sociale, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Et ça a souvent été essayé dans l'histoire. On va donner du capital, comme Lysenko, là, si vous voulez, qui expliquait qu'il y avait une biologie de marxiste et une biologie qui n'était pas. Donc lui, il a reçu plein de fric. C'était de la connerie, son truc, Lysenko. Donc aujourd'hui, on a le capital qui est investi en fonction de critères magiques et plus scientifiques. Eh ben, une société magique, ça se pète toujours la gueule sur la réalité, quoi. C'est malheureusement ce qui lui arrive à chaque fois. Et c'est ce qui va nous arriver. Moi, je viens d'écrire quelques articles sur ce qui va se passer
dans le couloir nord-sud de l'Inde, ou entre l'Inde et la Russie, ou en Inde, ou en Asie, etc. Et je peux vous assurer que dans tous ces pays-là, ils en ont vraiment rien à cirer des ESG. Mais alors rien. Ça leur est complètement égal, parce que ce qu'ils font compte, c'est que s'ils font pas monter leur niveau de vie, leur consommation d'énergie, donc, fossiles beaucoup, s'ils font pas monter ça, ils vont avoir 25 millions de morts l'année prochaine. Ouais. Et puis 25 millions l'année d'après, 25 millions... Il y a des conséquences très concrètes, quoi. Il y a des conséquences, on les voit mourir, les gens dans les champs, on les voit, en Inde ou n'importe où. Donc, ils disent, vous êtes gentils. Alors nous, on m'explique qu'il faut faire ça parce que on va éviter 50 millions de morts dans 50 ans. Mais eux, ils disent, attendez une seconde, nous, c'est pas dans 50 ans, c'est l'année prochaine qu'on en a 25. Et en plus, on n'est même pas certain que tout ça, ça existe. Je vous en donne un exemple qui m'a laissé pantois, c'est que je l'ai vu, que le GIEC, le machin des Nations Unies, a sorti une courbe de température depuis, je sais pas, 1000 ans ou je sais pas quoi. Or, au Moyen-Âge, il y a une période qu'on appelait l'optimum, qui a duré à peu près 350 ans, où la température était de 2 à 3 supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait... toutes les périodes d'augmentation de la température ont été une augmentation de la civilisation. Toutes les périodes de destruction ont été des périodes de froid. Donc on y montre. Et là, dans ce truc-là, ils l'ont effacé. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ces 350 ans que tous les climatologues reconnaissent, parce qu'elle est visible partout, dans les arbres, partout, ils l'ont enlevé pour montrer que ça ne cessait de monter depuis le début de l'âge industriel et que donc on était au-dessus de là où on n'avait jamais été dans l'histoire. Mais c'est pas vrai du tout, on avait été beaucoup plus élevé il y a 700 ans. Donc il y a des tentatives pour justifier ces ESG de fraude scientifique. C'est-à-dire qu'on vous explique que vous n'avez pas bien compris et que ce que vous avez lu avant. Donc, une fois de plus, on retrouve mon ennemi de toujours, le mensonge. Oui. C'est-à-dire que ces gens-là mentent pour arriver à leur fin. Mais je sais pas quelle est leur fin, c'est de nous faire tous mourir de faim, j'ai l'impression, mais ouais, ça s'écrit pas pareil. Mais voilà, donc je regarde ça, je me dis, mais on est vraiment rentré dans une civilisation du mensonge, de l'aveulerie, on va foutre la trouille aux gens comme ça, ils vont tous se coucher. Parce que c'est une des... On va tous mourir free dans 50 ans. Bon, ça ne me touche pas des mains, je ne serai plus là. Mais on va tous mourir grillés, là. C'est une des peurs qu'on nous a poussées. Il y a eu le Covid, il y a eu... maintenant. Et maintenant, je vous signale que la prochaine des grandes peurs, ça va être l'intelligence artificielle. Oui. Donc, ils sont en train d'essayer de nous foutre la trouille. Et toujours, la solution, c'est qu'il y ait quelqu'un qui contrôle ça. Oui. Et ce quelqu'un, c'est eux. C'est 10% de la population qui sont des ordures. Même pas 10%, c'est 0,01% à peine. Donc je sais pas exactement, mais c'est la confluence entre les GAFA et les gouvernements qui contrôlent. Donc on voit très bien que ils essaient de foutre la trouille à la population pour arriver à une société de contrôle dont eux seront aux manettes. Donc tout ça, c'est du pipeau, mais ça fait partie de cette dérive vers le mensonge dont nous souffrons depuis 30 ans. Quoi. Ouais, la liberté, la vérité vous libérera, disait le Christ. Ouais, pour moi, ces critères, c'est vraiment une perversion du capitalisme total parce que... Non, on se sert des instruments de contrôle qui sont parfaitement nécessaires dans un système capitaliste pour introduire des biais qui n'ont rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir avec le on dit que ça a valeur de loi, etc., mais cette loi, elle a été votée par des c'est complètement arbitraire. C'est complètement arbitraire. Parce que par exemple, justement, si on prend, je sais pas, Disney+ ou Netflix, qui sont dans l'industrie du divertissement, par exemple, même si le cours de l'action Netflix chute de moitié, qu'ils ont une baisse d'abonnement énorme, que plus personne regarde leurs trucs, mais qu'ils font des programmes qui sont en adéquation justement avec toute cette idéologie, elle va être jugée comme très performante au sens de ces critères ESG, quoi. Alors que ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose qui m'a fait pleurer de rire, c'est qu'ils ont fait, là, c'est Netflix, je crois. Ouais. Ils viennent de faire un film sur Cléopâtre. C'est même pas un film, c'est une vocation de documentaire même. Oui, documentaire. Et ils ont décidé que l'actrice qui devait jouer devait être noire. Parce qu'il y a toute une série de gens qui disent que les anciens Égyptiens étaient noirs. L'embêtant, c'est que Cléopâtre, elle n'était pas du tout noire, puisqu'elle était grecque. Vous savez que Alexandre, avait deux principaux généraux. Ouais. Il y en avait un qui s'appelait Ptolémée, qui a donné toutes les dynasties d'Égypte. Donc, c'était la descendante d'un compagnon d'Alexandre. Je
Je crois que les autres s'appelaient les Séleucides, ceux qui ont été en Perse. Oui. Donc après ça, on a eu la Perse, la Perse et l'Égypte qui se sont mis sur la gueule, ou la Turquie. Mais c'était tous les deux des Grecs. Tout ça, c'est compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était des Grecs. Je peux vous assurer qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs en Grèce à l'époque. Oui, oui, c'est sûr. Pas à ma connaissance. C'est sûr, oui. Et d'ailleurs, les Égyptiens, parce que eux, ils se sont dit, Netflix, on leur fera les pieds à ces sales blancs qui tiennent à être représentés dans l'histoire. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu que des problèmes avec les blancs, ils ont eu des problèmes en fait avec les Égyptiens, qui eux vivent très mal le fait d'avoir leur ancienne Cléopâtre qui est représentée par une noire. Et d'ailleurs, je sais plus, il y a un ministère où je sais plus, faudrait que je me renseigne, mais j'avais vu un truc passer, une instance officielle justement de l'Égypte qui avait tranché en mode non, Cléopâtre elle était pas noire, elle était à la limite elle était peut-être métisse entre on va dire Afrique du Nord et justement macédonienne. C'était peut-être un mélange des deux qui pouvait avoir un côté un peu oriental, mais c'était pas du tout en tout cas un phénotype et puis en vrai c'est la population d'Afrique du Nord de l'époque, c'était les gars en Tunisie, etc. Techniquement, sont des blancs. Oui. Ils étaient un peu bronzés parce qu'ils passaient du temps sur les équipes des bronzés, ouais. Mais enfin, ce sont des blancs, quoi. Ouais. Il y avait des gars qui arrivaient du sud, du Soudan, etc. Il y a même eu peut-être quelques dynasties qui étaient noires en Égypte. Mais enfin, je veux dire, donc cette espèce de reconstruction de l'histoire, donc ça me rappelle un petit peu les photos, si vous voulez, des grandes années communistes, parce que vous aviez le Politburo qui se réunissait, on le voyait au moment du défilé, vous savez, il y avait toutes les photos des gars. Puis on avait un qu'on envoyait en Sibérie ou qu'on envoyait sous terre, là. Et vous le voyez d'un seul coup, il disparaissait de la photo et puis de la photo sur laquelle il avait été avant. Dans les livres d'histoire, il s'en allait, puis à la fin, il restait plus que Staline, quoi. Ouais. Et donc, c'est des mensonges historiques absolument incroyables, quoi. Je me demande à qui ça profite, qui croit à ces bêtises. Je sais, mine de rien, le narratif très afrocentriste est assez puissant en Afrique, et de toute manière, ça ne sert à rien de lui dire, d'essayer de répondre historiquement, parce que de toute manière, il part du postulat que l'histoire a été trafiquée. Donc si vous lui répondez avec de l'histoire, de toute manière, il va vous dire oui, mais vos sources, elles sont trafiquées à la base. Donc ça sert pas vraiment à quelque chose. C'est un mythe, c'est comme un mythe fondateur un peu. Voilà, ils sont dans l'idée qu'ils ont créé une civilisation très avancée il y a très longtemps, et que il y a une espèce de complot qui a fait que on les a remis à l'âge de pierre. Bon, je saurais pas trop comment on aurait fait, parce que du coup c'est compliqué si eux étaient dans une civilisation très avancée et nous non. Bah, du coup, c'est comment vous avez fait pour vous faire avoir. Mais enfin bon, c'est un truc très populaire. Enfin bref, on s'éloigne. Ça un peu revient à la même du chose que vous êtes un homme ou vous êtes une femme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire quelque chose qui fait de la peine à l'autre. Donc ça fait de la peine à certains Africains qu'on leur dise que les Égyptiens n'étaient pas noirs. Bon, ça me fait une peine folle. Mais la réalité, c'est qu'il y a une réalité, et que où ils étaient noirs ou ils n'étaient pas noirs, quoi. C'est comme de dire où vous êtes né homme ou vous êtes né femme, quoi. Tout ça, c'est une espèce de refus de la réalité. On se réfugie dans des rêves, et les ESG font partie de ces rêves. Voilà, donc par exemple, au sens des critères ESG, ce documentaire, même s'il est regardé par personne, il va être jugé comme positif par ces critères. Parce qu'il y avait l'acclusion de quelqu'un, d'une actrice de couleur. Bon, trop bien. Voilà. Et donc justement, pourquoi j'en parlais, c'est parce que Ron DeSantis a fait voter une loi en Floride pour empêcher autant que possible. Alors je sais pas comment ça va se faire dans la pratique, parce que c'est quand même un truc quasiment mondial, mais pour essayer d'empêcher l'immixtion de ces critères justement dans les entreprises en Floride. Alors j'ai un gros sujet que je voulais évoquer. Parce que j'ai vu passer un article cette semaine qui posait une question intéressante, c'est-à-dire est-ce que une révolution, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire une révolution qui matériellement fait chuter un régime par la rébellion d'une population suffisante, d'une part suffisante de la population, est-ce que une révolution comme ça est possible dans un pays aussi développé que la France, malgré tous ces affres dont nous avons parlé auparavant?
Donc c'est une question très générique et je vais évoquer un petit peu les arguments au fil de la discussion. Mais de manière générale comme ça, est-ce que vous pensez qu'effectivement une révolution est possible dans un pays comme le nôtre ? Si vous voulez, si je regarde les révolutions en France, qu'est-ce que ça veut dire révolution, hein ? Ça veut dire que vous faites un tour complet comme ça et que vous revenez à l'endroit où vous étiez au départ. Oui, c'est ce que ça veut dire en principe, ouais. En principe. Donc, les révolutions en France, en général, c'est que vous révoltez contre ceci, contre cela, et qu'à la fin, vous avez les mêmes au pouvoir, quoi. Oui, c'est ce que j'appelle la classe qui était proche de l'assiette au beurre. Tous ceux qui sont proches de Bercy, tous les gros hauts fonctionnaires français, etc. Pendant les années Pétain, ils ont tous gouverné la France très tranquillement. Puis quand De Gaulle est arrivé, pouf, ils sont passés à De Gaulle sans aucun problème. Donc on avait eu une révolution, et puis eux, ils n'avaient pas changé, quoi. C'était, on en a viré un ou deux comme ça pour l'exemple. Donc il faut bien faire attention au sens des mots, encore une fois. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une révolution, c'est qu'on ait simplement une évolution. Qu'on sorte de cette espèce de situation bloquée en France, où vous avez 5% de la population, parce qu'ils sont nés à Paris, et qu'ils ont été dans les bonnes écoles et contrôlent les grands ministères et les grandes sociétés, disparaissent. Ouais. En tout cas, qu'ils retrouvent leur vrai truc. Et pour ça, la solution la plus facile, c'est celle que je dis toujours, c'est qu'il faut faire passer un référendum d'initiative populaire pour que le fonctionnaire soit inéligible. C'est-à-dire qu'il peut se présenter, mais s'il est présenté, il quitte la fonction publique pour toujours, il ne reviendra jamais. Ouais. Donc il faut, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé un système où ces gars de cette classe, parce qu'il s'agit d'une classe au sens marxiste du terme, contrôlent par l'administration, et puis ils en délèguent quelques-uns d'entre eux pour contrôler le pouvoir politique, ce qui leur permet de contrôler les élections, ce qui empêche de changer le système. Alors moi, je me suis renseigné sur le référendum d'initiative populaire. Ça avait été présenté par un gars qui était sous Sarkozy. Le texte était passé très difficilement, etc. Les décrets d'application de la loi sont sortis 7 ans après, sous Hollande. Après un blocage mais complet de toute la haute administration qui ne voulait pas qu'on trouve une façon pratique pour le peuple de manifester ses désirs. Oui. Donc on voit bien très bien que s'il y a ces gens au sommet, ils disent, écoutez, laissez-nous faire, on sait faire. Mais non, vous savez pas faire, regardez l'état de la France, vous savez pas faire. Mais eux, ils ont une peur panique. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le peuple, c'est qu'ils ont une peur panique que le peuple vienne et les pende. Oui, et en tout cas, essaye de gouverner un petit peu. Pas de gouverner, mais de leur dire, c'est nous qui fixons l'ordre du jour. Oui. C'est pas vous qui allez fixer l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est pas d'aller dans l'Europe ou n'importe quoi, c'est que les Français aient le plein emploi. Donc, il me semble que le vrai problème, c'est que cette classe a capturé, ça fait un petit moment. Alors, ça va pas trop mal quand autour de cette classe, il y a des gens comme De Gaulle qui maintiennent la souveraineté et puis qui est entouré d'une classe de fonctionnaires qui comprennent ce que le chef, là, donc ça va. On a quelques années à peu près normales. Mais dès qu'on se retrouve dans la bouillie de tous les jours, ils reprennent le pouvoir et ils nous délèguent des Macron, des Juppé, des... Et quand on a un De Gaulle, c'est-à-dire que De Gaulle, lui, c'est pas un énarque, et quand il est entouré d'énarques... Il est vraiment entouré d'énarques, il était entouré de corps des mines. Oui, ça n'existait pas vraiment. Il y avait quelques inspecteurs des finances, mais enfin, ça n'avait pas le prestige que ça a aujourd'hui. Donc De Gaulle, il a plutôt gouverné avec des hauts fonctionnaires venant plutôt de Polytechnique que de l'inspecteur. Oui, c'est vrai. Mais à la limite, eux, ils étaient justement au service justement de la France. Il y avait une idée justement du service public, qui est leur justification toujours. Mais aujourd'hui, c'est plus le service public. Quand on lit le bouquin de Philippe de Villiers sur ses années à l'ENA, il pensait qu'à se servir, pas à servir la France. Il pensait qu'à se servir. Donc, il y a une espèce de dérive comme ça, et l'impression que j'ai, c'est que cette classe aujourd'hui a décidé que la France était foutue et qu'il fallait la piller tant qu'il était temps. Mais après, comment dire, dans une révolution, on peut aussi virer une élite. Bon, généralement, c'est pour la remplacer par une autre qui, parfois au début, se trouve compétente et puis qui, au fur et à mesure du temps, justement, se retrouve avec les mêmes tares que l'élite précédente. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas la remplacer par une élite, il faut la remplacer par un autre mode de fonctionnement. Ouais. Si vous faites, comme vous dites, une révolution, vous vous retrouverez très rapidement avec... D'abord, ce qui va se passer, c'est que vous virez cette élite, mais elle va laisser des petits jeunes pour faire tourner la machine. Et puis ces petits jeunes, dès que les choses deviendront normales, c'est eux qui redeviendront l'élite. Parce que c'est eux qui savent comment marche la Sécu, comment marchent les hôpitaux. Ils ont mis un système tellement compliqué, il n'y a plus qu'eux qui savent le faire tourner, quoi. Et voilà, donc, il y avait un très grand écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle, historien, qui s'appelait Toynbee. Il disait, le rôle des élites, c'est de répondre aux défis qui se posent à la nation. S'il y a un défi qui arrive, qui n'est pas résolu,
qui n'est pas traité, à ce moment-là, il va se passer quelques temps, puis il ressortira sous une autre forme. Et puis s'il n'est toujours pas traité, il ressortira sous une autre forme, jusqu'au moment où ça va soit amener un changement politique, un changement d'élite, auquel vous faites allusion, soit un changement de régime. Bon, c'est la fin de la 4e, si vous voulez, c'est remplacé par la 5e, parce qu'on avait été incapable de traiter la décolonisation. Soit une disparition du pays, ce qui est arrivé par exemple quasiment à l'Autriche-Hongrie, soit une disparition de civilisation, ce qui est arrivé aux Mayas par exemple, aux Aztèques. Donc là pour l'instant on est passé de la possibilité de changer une élite, il n'est pas exclu que la France dans sa forme actuelle disparaisse. Ouais. Et ils ne traitent toujours pas les problèmes. Hein. Oui, c'est vrai. Après, le même problème revient sans arrêt. C'est vrai. Mais après, comment dire, je vois mal une disparition du pays avant une disparition du régime. Les deux vont se passer dans une espèce de cacophonie. On peut penser déjà, si vous voulez, que la puissance étatique française ayant livré toutes ses souverainetés à Bruxelles, aujourd'hui, plus rien n'est décidé à Paris. Donc la révolution à laquelle vous faites allusion a déjà eu lieu. On a déjà abandonné toutes nos souverainetés. Une élite qui naîtrait en France ne serait pas légale, puisqu'elle devrait, elle devrait casser cette... Oui, c'est sûr. Oui, si elle veut faire de la politique aujourd'hui, il faut falloir casser cette égalité qui n'en est pas une, qui n'est pas légitime. Donc, vous voyez, je vois ça très bien, mais il est tellement plus simple de faire comme l'Argentine et de continuer à s'enfoncer depuis 100 ans. Quoi. Je me posais cette question parce que justement, en ce moment, avec la réforme des retraites, avec tout ce qui est, et même toutes les manifestations qui continuent, même après que cette réforme soit passée, on a donc beaucoup de gens dans la rue et on entend de plus en plus parler justement de révolution. Parce que de plus en plus, ce ne sont pas tant les réformes qui sont impopulaires que la manière de le faire et le personnel politique qui les fait, et évidemment leur légitimité qui est de plus en plus entachée. Et donc, à la fin, en fait, on a une remise en question globale du système. Oui, mais quand vous cherchez... il faut quelqu'un qui... Vous savez, mettons que le drapeau soit tombé sur le champ de bataille, là, il est là, il gît dans la boue. Il faut que quelqu'un le prenne, le redresse et se redresse avec lui. Ouais. Et Waterloo m'en de pleine. Hein. Je vois pas beaucoup de gens qui sont prêts à prendre ce drapeau et le redresser. C'est sûr, surtout que... Je parle pas des drapeaux de la France, je parle du drapeau des idées qui ont fait la France. Oui, c'est vrai parce que justement les gens qui sont en manif aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de la gauche et de l'extrême gauche. Et donc le drapeau français, ça leur parle pas beaucoup. Et les idées qui ont fait la France, c'est pas celles du tout qu'ils ont aujourd'hui. C'est sûr, parce que si vous allez justement en manif avec eux avec un drapeau français, vous allez être regardé un peu bizarrement. Alors ça dépend où, parce qu'il y a des manifestations un peu partout en France. Ça doit pas être pareil partout. Il y a beaucoup de manifestations où il y a des drapeaux blancs-rouges où ils chantent la Marseillaise. Alors c'est compliqué, hein. J'en ai vu à Marseille, j'en ai partout, ça chantait la Marseillaise à tue-tête. Ouais. Mais c'était un chant révolutionnaire, la Marseillaise. C'est la vieille histoire qui est vraie d'ailleurs, que c'était celui qui avait composé la Marseillaise, comment il s'appelait Rouget de Lille. Rouget de Lille, oui. Rouget de Lille, qui était en 1830, qui était arrivé à dîner chez des amis pendant le début de la Révolution de 1830, où on a viré... Il disait, oulala, ses amis, pour dîner, hein, oulala, ça va très très mal, il chante la Marseillaise. Celui qui l'avait créé. Mais il avait très très peur. Ouais. Des gars qui chantaient la Marseillaise dans la rue, quoi. Ouais, on peut comprendre, oui. C'est quand même un chant. On va faire couler le sang des autres. Hein. Dans le verbe, c'est un chant de guerre. Hein. C'est le chant le plus énervé que je connaisse. Hein. Franchement. Faire couler le sang des autres, qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est. Mais donc les arguments de cet article que j'avais vu, que je trouve très intéressant, donc sur le site Rage, je mettrai peut-être dans la description si j'y pense. Donc les arguments, c'est que déjà plus un pays est riche, plus il est modéré politiquement. C'est-à-dire que plus les gens qui se situent, on va dire, des deux côtés de l'échiquier politique sont moindres en nombre.
même si je trouve que c'est quand même de moins en moins le cas en France, où justement, on voit aujourd'hui que le centrisme, en fait, c'est une conjonction des deux anciens énormes partis qui étaient le RPR et le PS, et qui est aujourd'hui de moins en moins populaire. Donc ça, je sais pas si c'est tout à fait valable aujourd'hui en France. C'est peut-être justement un Et ça suppose qu'on reste riche. Mais oui, si on a discuté au début de cette interview-là de ce qui risquait de se passer sur la dette française, vous savez, si l'étranger refuse maintenant, ça fait 25 ans qu'on vit au-dessus, depuis, attendez, le dernier excédent budgétaire, c'était en 73, et on a dû passer en déficit primaire quelque part dans les années 80 avec Mitterrand. Donc ça fait entre 40 et 50 ans qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et donc, une grosse partie de la consommation française, c'était de l'argent gagné, d'ailleurs, par le travail des Français, plus de l'argent emprunté. Ouais. Mais ça veut dire que ça fait 40 ans qu'on vit au-dessus de nos moyens. Ouais. Et donc, maintenant, on a un stock d'argent non gagné qu'il va falloir rembourser. On ne pourra pas. Et si on ne peut pas, ou si on paye mal nos débiteurs étrangers, ils vont cesser de nous financer notre consommation. Donc, automatiquement, ce qu'il y a devant nous, c'est une chute de la consommation d'un bon 20%. C'est énorme. Ce qui est énorme, en particulier pour ceux qui sont juste à la limite, oui, et qui vont se retrouver de l'autre côté en ayant faim. Donc, quand on me dit que dans un pays riche, oui, mais là, en France, on n'est plus dans un pays riche. On est dans un pays qui est en voie d'appauvrissement très rapide, oui, et qui va s'accélérer. Mais c'est d'ailleurs comment dire, peut-être ce qui explique aussi pourquoi le pays est, je pense, de moins en moins modéré politiquement. On voit quand même qu'on n'est plus dans un petit débat droite-gauche. Ce serait inimaginable aujourd'hui d'avoir un second tour Jospin-Chirac où voilà, on discute tranquillement autour d'une table. On voit bien qu'aujourd'hui les camps politiques sont beaucoup plus... C'est pour ça que je suis pas certain qu'il y aura des élections dans 3 ou 4 ans. Vous n'êtes pas le seul à le penser. Vous n'êtes pas le seul à le penser. Un autre de ces arguments, c'était aussi que la population est de plus en plus vieillissante et que donc forcément pour faire une révolution... Vous avez contre les vieux, vous? Moi, j'ai absolument rien contre les vieux. Mais pas mal, tout à fait défiler, filer des coups de fourche, qui veulent. Hein. Enfin, il y en a quelques-uns. Hein. J'attends de voir. Pourquoi pas, mais j'attends de voir. Moi, je suis pas sûr. Je crois qu'il va falloir acheter des valeurs de fourche et de casseroles en France. Oui, c'est peut-être. Là, en ce moment, ouais, les casseroles, à mon avis, ça marche bien. Après les casseroles, il y a les fourches. Peut-être, ouais. Faudra indexer la fourche en bourse. Ça va se vendre. Et aussi, on a d'autres problèmes qui sont que, justement, les jeunes qui sont censés faire la révolution, ils sont quand même beaucoup plus immatures qu'auparavant. Et puis beaucoup moins connectés, on va dire, au réel, avec justement le virtuel, beaucoup moins de compétences sociales aussi, à force de communiquer par écran interposé. Il y a aussi, je pense, l'article en parle pas, je crois, mais je pense que l'influence de la pornographie est énorme aussi pour avoir un petit contrôle des masses tranquillou. Et l'article aussi ne le cite pas, mais je pense que c'est hyper important quand même pour évaluer le potentiel rebelle d'une population, mais on a une chute aussi sur 50 ans du taux de testostérone. Oui, ça c'est partout ça. Partout chez tous les hommes. Dans tous les pays civilisés. Au Danemark, c'est mesuré depuis. Oui, donc si vous voulez, encore une fois, le choix c'est... allez, on va être un peu brutal, mais dire c'est l'Angleterre de Madame Thatcher, qui, étant arrivée au fond, donne un coup de pied et remonte, et puis on a 20 ans de l'Angleterre qui redevient ce qu'elle était, puis ça a été foutu en l'air par les autres après, mais enfin ça, il fallait s'y attendre. Ou bien De Gaulle en 58, c'est un peu la même chose. Ou bien vous avez l'Argentine qui s'enfonce, qui a 100% d'inflation, qui est aujourd'hui... Et si la France n'est plus capable de donner un coup de pied, si les Français veulent rester des veaux, on tire le rideau. Personne n'a dit que le reste du monde devait assurer à la France, jusqu'à la fin des temps, un niveau de vie considérable sans qu'il le mérite. Si on a décidé qu'on voulait sortir de l'histoire, arrêter de travailler, oui, voilà, ça nous arrivera, quoi. C'est bien triste, mais il y a des choses qu'on peut diagnostiquer, qu'on peut analyser,
Mais il y a des choses, si la nation ne veut pas le faire, préfère s'endormir et périr, ben à ce moment on aura fait ce qu'on aura pu, mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Encore une fois, c'est pas parce qu'on espère gagner dans une bataille qu'on va dans la bataille. C'est parce qu'on doit y aller. Et il y a les batailles les plus nobles, c'est celles où on va en sachant qu'on va perdre. Moi, ce qui me motive à dire aux gens, je me bats pas parce que je pense que je vais gagner, je me bats parce que je pense que c'est honorable de se battre pour cette côte-là. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est... je m'en fous pas de gagner, c'est essentiel, mais c'est pas pour ça que je me bats. C'est vrai que c'est totalement affligeant parce que on a d'évidents problèmes avec notre système en France, sauf que le problème, c'est que ceux qui sortent dans la rue, c'est ceux qui réclament encore plus d'argent venant de l'État. Mais de l'argent à gagner. Qui réclament en fait qu'on vive encore plus au-dessus de nos moyens, ce qu'on fait déjà depuis 40 ans. Donc je me dis là, ok les gars, vous voulez renverser le système, mais vous voulez le précipiter dans une chute encore plus rapide. Dont vous avez parlé. Oui, c'est ça en fait. Oui, ils veulent transformer la France en Venezuela ou en Argentine, je ne sais quoi encore. Donc regardez ce qui est arrivé au Liban. Ouais. Le Liban, c'est un pays qui avait des problèmes assez similaires aux nôtres, et puis en l'espace de 40 ans, il est passé l'immobilier à Beyrouth qui était le plus cher au monde, maintenant il est pas cher. Hein. Ouais, donc il faudrait faire justement l'exact inverse de ce que font les manifestants aujourd'hui, c'est-à-dire pas ne pas manifester, mais manifester pour les raisons inverses, c'est-à-dire non pas demander davantage d'argent venant de l'État, mais justement lui demander d'arrêter de vous piquer le vote, quoi. Et de nous empêcher de bosser avec des réglementations à la noix. C'est clair. Bah écoutez, j'en ai terminé avec Alors c'est pas du tout des trucs pessimistes, mais c'est encore une fois ce que j'essaye de dire aux gens, c'est pas parce que il n'y a aucun mérite à s'engager dans une guerre qu'on sait déjà gagner. C'est comme les résistants de 44-45, il y en avait un paquet. Mais en 41, mon père avec quelques autres, ils étaient tout seuls. Mais ça les a pas empêchés d'y aller. Ouais. Et ça les a pas empêchés après de se faire déplacer dans tous les postes par ceux qui étaient arrivés en 45, parce que ceux-là sont des habiles. Donc, encore une fois, il faut y aller. Parce qu'il faut y aller, mais il faut pas en entendre en plus de résultats si par hasard on gagne. Oui. Qui est quand même extrêmement difficile à faire expliquer aux gens. Donc on va aller se faire casser la gueule, on va en prendre plein la tête pour pas un rond. Et une fois, si par hasard, miraculeusement, on arrive à s'en sortir, c'est des autres qui vont tirer les marrons du feu. Et oui. Ouais, c'est très cruel. Mais ça sera comme ça. J'ai pas le moindre doute. Hein. Oui, c'est vrai que... comment dire, on a une espèce d'homme, c'est difficile à accepter, mais on a une espèce d'homme qui, même lorsqu'elle est dans le camp perdant, arrive quand même derrière à se faufiler, dans l'ombre. Regardez Mitterrand, c'était incroyable. C'était étonnant. Donc, il a terminé président de la République, entouré d'honneur et tout, alors que du début à la fin de sa vie, ça a été un mensonge permanent. Ouais. Voilà, mais ça n'a pas d'importance. Parce que je me tue à dire aux gens, ça n'a pas d'importance. Oui, on se bat pas pour le résultat de toute manière. Voilà, on se bat parce qu'il y a de la noblesse à se battre. Voilà, et on va continuer. Donc voilà, on rebascule un peu sur une note d'espoir quelque part finalement, mais... Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Voilà, puis le reste, vous en foutez. Ouais. Ce que pensent les autres de votre réussite dans votre vie, etc., ça n'a pas d'importance. C'est ce que vous pensez, vous, de vous-même. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. C'est là-dessus que nous concluons cet entretien de la semaine, ce délit d'opinion. Je vous rappelle, comme d'habitude, déjà de vous abonner à la chaîne. On a dépassé le 250 000 il n'y a pas longtemps, là, les 250 000, c'est bien, mais il faut aller encore plus loin. Faut doubler, là. Faut doubler. De toute façon, à chaque fois, on va faire une exponentielle, à chaque fois, on va doubler systématiquement. Nous sommes, ces entretiens aussi, vous pouvez les écouter en podcast sur Spotify ou sur Deezer. Et écoutez, je vous remercie pour votre attention comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. N'oubliez pas de poser votre question dans les commentaires aussi. Là, j'avais regardé un petit peu les commentaires, j'avais pas trop vu de questions. N'oubliez pas de poser votre question si vous êtes encore là. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.